Donc j'espère que vous entendez bien dans ce brouhaha sympathique. Donc je suis Philippe Duc et j'anime le think tank économie santé du groupe Les Échos. C'est un think tank qui existe depuis 5 ans. Et cette année, chaque année on fait une... Est-ce que tout le monde entend? Vous entendez bien? Oui, la personne qui est au fond entend. Non, parce qu'il y a un tel brouhaha. Enfin bon, apparemment vous entendez bien. Non mais c'est bien, c'est bien. Je te le laisse celui-là. Donc cette année, la recommandation du think tank Économie Santé, c'est que la santé fasse partie des débats de l'élection présidentielle. Alors c'est d'actualité, parce qu'à Hôpital Expo vient d'intervenir Alain Juppé. Tout à l'heure, à 17h, il y aura François Fillon, et puis demain, Luc Lemaire. Alors, on a pris ce thème parce que, bien évidemment, la période est favorable et que la donne a complètement changé depuis 5 ans. On voit bien qu'il y a une innovation technologique qui est très forte, qui envahit le système, que ce soit les médicaments, que ce soit le coût de l'innovation, que ce soit l'imagerie, la médecine personnalisée. Il y a un déficit qui reste très important, qui est en 2015 de 5,8 milliards. Il y a de nombreux besoins qui ne sont pas satisfaits. Il y a des inégalités de santé. Il y a une mortalité prématurée encore, c'est avant 65 ans, évitable, qui est très importante. Donc on voit bien que même si les Français considèrent que le système à 80% dans tous les sondages, et encore un ce matin de Deloitte, que le système de santé français est bon, il y a quand même une interrogation à avoir. Alors le think tank Économie Santé réunit une quarantaine d'experts. Ce sont des experts d'horizons très différents et c'est d'une façon transversale. On se réunit à peu près une fois, pas à peu près d'ailleurs, une fois par mois le matin, de 8h30 à 10h30. Et chacun des personnes, c'est dans la recommandation que vous pourrez télécharger, on entend mieux, que vous pourrez télécharger. Et il y a les membres du think tank, il y en a une trentaine qui viennent très régulièrement. Et ce sont des experts dans leur domaine, mais quand ils viennent au think tank, on réfléchit à l'intérêt général. C'est-à-dire chacun arrive avec son expertise, mais réfléchit à l'intérêt général. Et comme chacun sait, l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Alors, pour parler de la santé, c'est un sujet chaque année où tous les 5 ans on se dit qu'il faut que la santé soit dans le débat public. On n'est pas dupe, donc on s'est dit on va essayer de réfléchir pour impliquer les politiques. Et on l'a vu encore tout à l'heure avec Alain Juppé, c'est pas forcément facile de les pousser dans leur retranchement. On s'est dit, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a la sécurité, parce qu'il y a le terrorisme, il y a l'économie, il y a l'éducation, qui sont des sujets qui sont peut-être plus clivants, plus politiquement porteurs. Et la santé, bien souvent, on n'en parle pas. Donc on s'est dit, on va essayer de déterminer pour impliquer ces personnes qui vont se faire élire, de se poser la question, quelles sont les interrogations des Français ? Et en tirer les conséquences à partir des interrogations des Français et dire, ben voilà, les Français, comment m'orienter dans le système, comment les spécificités de mon territoire au sein de la communauté, au sein du territoire seront prises en compte, comment les nouvelles technologies seront prises en compte pour que ce soit un facteur de progrès et non pas d'inégalité, parce que est-ce que tout le monde pourra bénéficier de toutes ces innovations, et surtout combien ça va me coûter, combien je serai remboursé. Donc à partir de ces interrogations, on essaie de voir quelles sont les conséquences, quelles sont les réformes qu'il faut faire, et je vous conseille vivement de lire notre recommandation parce qu'elle est vraiment de très grande qualité, et en fin de compte, on a revisité l'ensemble des interrogations et l'ensemble des préconisations qu'il faudrait avoir pour que le système de soins s'améliore et surtout ne se dégrade pas, parce que les Français, depuis 10 ans, ont vraiment le sentiment qu'ils se dégradent, d'une part pour l'accès aux soins, alors évidemment c'est dentaire et optique, mais dentaire c'est très important, optique aussi, où il y a un accès aux soins de plus en plus difficile, mais l'accès aux médecins est de plus en plus difficile, il y en a forcément sur tous les territoires, il n'y en a pas forcément qui sont accessibles financièrement parlant, voilà. Et puis, donc il y a une sorte de refus, de renoncement aux soins qui paraît de plus en plus important. Voilà. Alors, je vous la conseille, si vous êtes intéressé sur ce sujet, lisez cette recommandation. Trois membres du think tank ont fait la gentillesse de venir. Je vais leur passer la parole. Cédric Arcos, qui est le délégué général adjoint de la FHF, qui est FHF, mais qui au sein du think tank réfléchir à l'intérêt général, mais comme toujours, parce que la FHF réfléchit à l'intérêt général. Christian Anastasie, qui est le directeur général de l'ANAP, donc c'est toute cette réflexion sur la performance. Et puis Étienne Mainviel, qui est économiste à l'École des hautes études en santé publique et aussi à Gustave Roussy. Je vais vous passer la parole, qui vont expliciter un petit peu des points particuliers, mais évidemment, ça ne sera qu'un
avec des points ponctuels sur cette recommandation, et puis assez rapidement pour qu'on puisse débattre avec vous. Je ne sais pas si certains l'ont lu, mais en tout cas, on pourra insister sur certains points. Mais le sentiment qu'on a, c'est qu'il y a vraiment des marges de progrès importantes même, qui ne sont pas complètement pris en compte aujourd'hui par les politiques, et c'est ça qu'il faut essayer de faire. Alors, on va commencer par Étienne. Quel est le point, Étienne, qui vous a paru que vous voudriez souligner aujourd'hui au niveau de la qualité du parcours de soins? Je crois que c'est ça qui est important. Au niveau du territoire, on parle de plus en plus de territoire. Alors, moi, je dois dire que ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est d'avoir des raisonnements où des gens essayent d'avoir un cadre général. Parce qu'au fond, ce qu'on entend dans le débat, c'est souvent des points spécifiques. Et sans doute, ce qui manque un peu, c'est un exercice de synthèse. Donc, je ne sais pas si le nôtre est à la hauteur des espérances, mais en tout cas, ça a été la démarche qui a été souhaitée. Moi, je voudrais insister sur deux points particuliers. D'abord, au fond, où sont les gains de productivité, et est-ce que la santé a une chance d'être dans la campagne présidentielle un débat réellement prioritaire? Vous savez que généralement, c'est pas tellement un sujet qui est porté par les candidats, c'est plutôt un sujet qui est considéré comme source de risque de prendre des coups et qui est considéré comme très technique aussi. Ce qui est ressorti dans le think tank, c'est que peut-être cette fois-ci, il y a quand même deux éléments qui apparaissent quand même assez fortement, si je puis dire, comme des sources de discussion autour du système de santé. Le premier, c'est qu'au fond, chacun dans son entourage a maintenant des témoignages de difficultés d'orientation dans le système, de parcours finalement non coordonnés, fragmentés. Il y a un ressenti général, et dans les enquêtes de sondage que Philippe a mobilisé, ça se ressent. Puis un deuxième aspect, c'est l'accès aux soins qui lui-même devient difficile, soit pour des aspects financiers, soit pour des questions d'offre de soins. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de médecins généralistes, les urgences sont en surchauffe perpétuelle. Donc il peut y avoir une question autour du système de santé sur sa soutenabilité. Est-ce qu'on peut tenir, sachant que l'équation financière est très compliquée? Et est-ce que, au fond, la qualité et le parcours n'est pas la réforme structurelle qu'on attend tous de nos voeux? Alors, sur ce point-là, sans trop détailler, il y a certainement un point qui est apparu quand même, c'est on entend en permanence dans le système de santé, dans les questions d'évolution, à la fois la question de la politique du rabot, c'est-à-dire rationner les dépenses, les tarifs, que ce soit au niveau, finalement, à tous les étages, que ce soit avec l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est une enveloppe fermée, que ce soit dans les tarifs hospitaliers avec la tarification à l'activité, que ce soit dans la consultation à 23 € sur les médecins généralistes. Et on voit bien que c'est une forme, si vous voulez, qui est très diffusée dans la politique en règle générale, mais qui aboutit un peu à des limites. C'est-à-dire que c'est des tensions sociales permanentes, c'est des formes de résistance. Et on est peut-être à la fin d'un cycle par rapport à ces démarches-là. Bon, on pourrait continuer sur d'autres thèmes, sur l'innovation technologique, mais ce qui est apparu aux membres du think tank, c'est que s'il y a une économie à faire, elle est sur les gaspillages, et elle est sur finalement ces défauts de coordination. Et sans doute un postulat, c'est qu'il faut revoir tout l'appareil productif du système de soins. L'hôpital, la médecine de ville, mais par rapport au parcours, qui est vraiment un problème de production au fond et de coordination, que l'enjeu est très fort et qu'il faut certainement réfléchir toute la réforme autour de cette question de coordination. Je voudrais juste dire un chiffre sur les gaspillages. On commence à avoir des idées quand même de l'importance de ces gaspillages. Ils représentent quand même 20% des dépenses de santé aux États-Unis. 20%, de 20 à 30%, c'est quand même énorme. Les experts en règle générale considèrent qu'avec 4 ou 5% d'économie, on pourrait avoir la soutenabilité du système et l'effort qu'on demande pourrait être obtenu. Donc il y a vraiment sur ces gaspillages certainement des choses à faire. Gaspillage, il faut comprendre les hospitalisations injustifiées, les doublons de prescription, la pertinence des soins, les mauvaises orientations, les alternatives à l'hospitalisation, c'est-à-dire parfois des gens qui sont hospitalisés mais qui pourraient être à domicile. Et donc là, si vous voulez, dans la recommandation, c'est un point fort, c'est d'essayer d'aller dans cette direction. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les autres pistes, mais certainement creuser la question. On a eu la stratégie nationale de santé, il y a certainement des raisonnements et des cadrages autour de
démarche sur les gaspillages à réfléchir. Il y a des propositions dans le think tank. Deuxième point pour laisser la parole à mes collègues. L'innovation numérique ne peut pas être absente du débat à l'heure actuelle. Alors, l'innovation en règle générale et le numérique en particulier, on vit quand même une époque formidable à l'heure actuelle. On peut dire ce qu'on veut, on peut râler, on peut faire des grèves, les mouvements sociaux. On est quand même dans une époque où on vit des transformations majeures. Alors, l'Internet, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. J'ai juste le plaisir de vous rapporter cette étude de The Economist, ce journal libéral anglo-saxon qui est toujours très sérieux et qui explique que dans la vie quotidienne, je ne sais pas pour vous, plus de 90% des gens, dans les 15 minutes après leur réveil, regardent leur smartphone. Donc c'est devenu un usage très commun et ils rajoutent, je ne sais pas comment ils ont fait méthodologiquement, mais que 25% des gens dans leur activité sexuelle regardent leur smartphone. Donc je ne poserai pas la question de savoir si c'est votre cas, mais c'est pour vous dire que c'est vraiment rentré dans la vie commune et que dans le sens commun, et que d'une certaine façon, il faut tirer profit de cette innovation dans la santé. Alors il y a énormément, je dirais que ce colloque et cet Hôpital Expo en témoignent. Il y a une réflexion à avoir sur l'innovation numérique. Alors les thèmes, je ne vais pas les reprendre trop longuement, mais on voit bien sur la prévention et la médecine prédictive. On voit bien que ça va modifier beaucoup les métiers d'assureurs sur la question de la prévention et aussi sur le risque, avec des questions sur finalement la connaissance du risque a priori. Sur la clinique, donc il y a actuellement un champ de recherche extraordinaire. Moi, j'ai la chance de travailler dans un environnement d'oncologie de pointe avec l'Institut Gustave Roussy. On voit qu'il y a des révolutions en marche, que ce soit sur la thérapie ciblée, que ce soit sur l'immunothérapie. Il y a aussi, je dirais, au niveau des patients, tous les médias sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, et cette idée du patient empowerment, il y a un gisement de créativité à ce niveau-là qui est certainement à réfléchir, et je dirais aussi en termes managériels. C'est certainement, pour terminer, une question aussi de politique, de savoir comment accompagner cette révolution. C'est certainement pas une loi qu'il faut pour légiférer, mais un accompagnement en termes financiers dans le support des startups. Un des points qui a été souligné par beaucoup, c'est le fait que la zone fragile est de rebondir pour la start-up en termes de capitalisation et d'avoir un soutien des pouvoirs publics à ce moment-là. Des accompagnements avec de l'évaluation sur la valeur ajoutée. On rentre dans un champ d'évaluation très important. Il y a certainement de ce point de vue-là aussi beaucoup de visions très positives pour le futur. Voilà un peu les deux points, innovation et lutte contre les gaspillages comme thème dans la recommandation. Mais ce que vous dites, Étienne, c'est un gaspillage qui n'est pas par mauvaise volonté, mais c'est un gaspillage qui est dû à une mauvaise organisation. Oui, exactement. Et c'est d'ailleurs un postulat qui est intéressant parce que, en termes finalement de débat politique, au lieu d'être dans des tensions sociales pour savoir si la consultation doit monter des médecins généralistes doit monter au-delà de 23 ou 27 euros, d'avoir toujours ces mêmes débats dans lesquels on est tous impliqués, on est sur un autre registre d'une certaine façon. Là, ce qui est demandé, c'est un effort collectif sur le fait d'être plus coordonné, plus coopératif. Ce n'est pas du tout acquis. Parce que d'une certaine façon, pour terminer, le milieu professionnel, j'en fais partie étant médecin moi-même, n'est pas du tout habitué à être, je dirais, dans des raisonnements coopératifs. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas l'être, mais il n'a pas été formé à ça. Et il y a certainement là-dessus une réflexion à avoir en profondeur. Alors justement, Cédric Gracos, on a aujourd'hui, pendant cette semaine, les groupements hospitaliers territoires seront vraiment le grand sujet, cette adaptation de l'hôpital à son territoire. Mais on voit bien que l'hôpital réfléchit avec l'hôpital, et puis à côté, il y a la médecine de ville. Il y a toujours ce fossé entre la ville et l'hôpital. Et ce qu'on a bien démontré, comme l'a rappelé Étienne, c'est cette logique de coordination, de coopération pour qu'il y ait une meilleure prise en charge et donc qui est source de moindres coûts. Alors comment vous voyez ces groupements hospitaliers de territoire et puis cette responsabilisation des professionnels pour qu'ils travaillent ensemble, comme on l'a bien démontré dans cette recommandation? Alors, en effet, merci Philippe d'évoquer cette question qui est fondamentale, qui est celle des groupements hospitaliers de territoire. Rappelez ici, au nom de la Fédération hospitalière de France, que les groupements hospitaliers de territoire, c'est rien d'autre que la concrétisation de la stratégie de groupe. La stratégie de groupe, c'est quoi? C'est cette idée très simple qu'on est plus fort, qu'on est plus efficace quand on travaille ensemble.
Ça veut dire qu'on développe des coopérations, qu'on évite de vouloir tout faire partout, qu'on évite de se faire concurrence entre structures publiques. Et il y avait donc besoin d'un nouvel outil de coopération. Pour la petite histoire d'ailleurs, ce n'était pas prévu initialement dans le projet de loi. La Fédération hospitalière de France a beaucoup insisté pour rendre obligatoire ces coopérations, ce qui s'appelle aujourd'hui les groupements hospitaliers de territoire. Mais c'est quoi au fond les groupements hospitaliers de territoire? Ce n'est rien d'autre qu'un outil de coopération médicale. Ce n'est rien d'autre qu'un outil pensé, qui doit être pensé pour l'organisation des soins, pour la graduation des soins et pour, in fine, l'amélioration de l'accès, de la qualité et de la sécurité des soins. Alors évidemment que la première étape de cette coopération, elle est d'abord hospitalière, elle est entre les structures hospitalières, puisque c'est entre hospitaliers au sein des territoires, l'hôpital étant la colonne vertébrale de notre système de santé, c'est entre établissements de santé qu'on doit d'abord penser les coopérations. Pour autant, et fort heureusement, on n'a pas attendu la loi du janvier 2016 pour avoir la préoccupation du monde libéral. Partout, des coopérations se sont mises en œuvre. Partout, les hôpitaux se sont ouverts. Des plateformes d'échange numérique se sont développées pour faire en sorte que l'hôpital améliore sa coopération envers les médecins de ville. De la même manière, les statuts permettent des bi-appartenances, à la fois à la ville, mais également à l'hôpital. Je cite également dans les zones rurales le statut même des hôpitaux locaux, qui sont ces lieux parfaits de rencontre entre la médecine libérale et le système hospitalier. Bref, les coopérations sont anciennes. Maintenant, ce qu'il va falloir qu'on réussisse, c'est qu'une fois qu'on aura défini ce projet médical partagé, c'est-à-dire ce socle, ce cœur, cet ADN de nos coopérations, puisque c'est vraiment ça l'objectif, c'est encore une fois pas de créer une énième structure de coopération administrative, c'est bien d'aller dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire sur la coopération médicale. Une fois qu'on aura défini ça, il va vraiment falloir embarquer tout le monde. Évidemment, on a salué ce matin à plusieurs reprises devant la ministre le rôle des hôpitaux militaires et des centres médicaux des armées. Ce sont des partenaires indispensables pour nous, je tiens ici à le rappeler. Les acteurs, évidemment, privés à but non lucratif, mais également dans certains territoires, les acteurs à but lucratif. Et puis, bien entendu, et surtout, les acteurs du monde libéral, puisque, évidemment, l'hôpital et la fédération, on plaide pour qu'on réinvestisse une première ligne libérale. Très clairement, et c'est le représentant de la fédération hospitalière qui le dit aujourd'hui, l'hôpital, il n'a pas vocation à tout faire, il n'a pas vocation à accueillir tout le monde, et il n'a certainement pas la vocation de se substituer à la médecine libérale. On plaide pour une médecine libérale renforcée, soutenue, mais aussi une médecine libérale au rendez-vous de ses responsabilités, au premier rang desquelles la permanence des soins. Aujourd'hui, trop de gens, trop de Français vont au sein des services d'urgence parce qu'ils ne trouvent plus de réponse en permanence des soins et dans la ville. Il faut donc que chacun reprenne son rôle et c'est comme ça que se traduira la coopération. Donc de façon très très concrète, oui, les groupements hospitaliers de territoire, ils vont se faire et ils doivent se faire avec la médecine libérale. Et je peux vous assurer que dans le Tour de France qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, on voit partout que les acteurs libéraux de la ville, du médico-social également, dont on n'a pas parlé. Ils sont autour de la table, ils sont en train de se creuser les méninges pour trouver des réponses concrètes, encore une fois, aux problèmes d'accès des Français. Oui, mais dans la loi actuelle, d'un côté, il y a les groupements hospitaliers de territoire et de l'autre côté, il y a les communautés professionnelles de territoire pour les médecins libéraux et chacun travaille dans son coin. Donc la loi ne vous facilite pas forcément le travail. Non, chacun ne travaille pas dans son coin, fort heureusement, et il n'était pas question je pense, d'avoir des groupements hospitaliers de territoire qui soient inclusifs de la médecine libérale. Alors là, je pense que ce n'est pas 30 000 médecins qu'on aurait eu dans la rue, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus. Donc là, encore une fois, le small is beautiful, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que les hospitaliers rangent, j'allais dire, leur organisation, trouvent leur complémentarité. Et c'est certainement pas aux hospitaliers de dire aux médecins libéraux comment ils doivent s'organiser. En la matière, chacun est responsable. Chacun doit inventer son projet. Par contre, les projets doivent se coordonner. Et je peux vraiment vous garantir que c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Alors évidemment, ici ou là, certaines équipes, certains acteurs vont avoir des difficultés, mais globalement, je pense que la poussée des Français, elle est tellement forte. Preuve en est aujourd'hui l'importance, le nombre très important de responsables politiques au sein du salon. La santé, elle devient un thème de préoccupation majeure. Elle devient une source d'exigence extrêmement forte de la part de concitoyens qui pardonneront pas aux acteurs de santé de ne pas se coordonner, d'avoir des trous dans la raquette. On le voit aujourd'hui très clairement avec des mouvements de représentation de patients. Je pense notamment aux CIS, mais pas seulement, qui sont, et ils ont bien raison, extrêmement exigeants avec les professionnels de santé, avec les organisations qu'on est en train de mettre en place. Alors Christian Anastasie, vous êtes le patron de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance. Donc la performance, ça vous connaît. Et vous avez été un sacré moteur dans cette recommandation du think tank cette année. Nous poussons un peu dans nos retranchements. Ce qui vous paraît très important, vous, c'est l'information à tous les niveaux. On manque d'informations, ou peut-être on manque surtout d'informations intelligibles. Est-ce que c'est ça le point que vous vouliez développer ?
Oui, je crois que d'abord, ce qui m'a frappé dans le groupe de travail, je reviens un peu en arrière par rapport à ce qu'a dit Philippe, mais je vous invite à lire cette recommandation parce que finalement, c'est une recommandation bienveillante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur sur le comportement des acteurs ou sur Yaka Faucon. Les experts qui font partie de ce think tank ont plutôt un regard bienveillant sur les professionnels. Ils trouvent que les gens qui travaillent dans le secteur de la santé sont des gens généralement motivés, des professionnels motivés, et qu'on s'est abstenu de faire de prononcer des jugements péremptoires ou de dire Yaka Faucon. En revanche, on a analysé ce qui se faisait dans d'autres pays, et en particulier pour répondre à la question de Philippe sur la question de l'information, on ne peut pas dire que dans notre pays on manque d'informations. Je vois en face de moi des personnes qui travaillent à l'ARS Île-de-France, qui ont été mes collaborateurs. On ne peut pas dire qu'on manque d'informations. On a même pléthore d'informations. Le problème, c'est que cette information, elle n'est pas forcément formatée pour être transparente vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis des patients et des personnes. Quand il s'agit, pour un aspect très simple, analyser l'offre de soins, eh bien, il y a différentes bases de données, les bases de données de l'ATI, le PMSI, Hospidia qui a été fait par la NAP, il y a beaucoup d'informations disponibles. Pour autant, c'est pas facile de s'y repérer, c'est pas facile de lire quelle est l'offre de soins. Par exemple, on pourrait se dire, c'est intéressant de montrer les équipes médicales qui font plus de 50 actes par an dans tel... C'était l'objectif du plan cancer. Ces informations ne sont pas accessibles facilement. Or, on sait tous qu'une équipe chirurgicale ou médicale qui pratique un certain nombre d'actes régulièrement, eh bien, devient mieux entraînée. Et vous verrez que dans la recommandation, on cite l'exemple de la chirurgie cardiaque où plus les producteurs font d'actes, mieux leur performance est au rendez-vous. Alors, concernant l'offre de soins, donc notre première recommandation, c'est d'interpeller les politiques en leur disant, écoutez, est-ce que ce ne serait pas bon que vous mettiez un peu d'ordre dans tous ces systèmes d'information qui s'empilent les uns sur les autres? Et qu'est-ce que vous entendriez promouvoir comme lecture qui soit à la fois utile pour les professionnels, mais aussi pour les patients? Alors ça paraît peut-être un peu utopique, c'est pour ce qui concerne l'offre de soins, mais quand on regarde ce qui se fait à l'étranger sur les pratiques médicales, on a noté, vous verrez, ces pages 11 de la recommandation quand vous l'aurez téléchargée. On a pris l'exemple de ce programme américain qui s'appelle Choosing Wisely, c'est-à-dire choisir avec à bon escient, choisir avec soin, avec attention, les priorités en termes médicaux pour les patients. Et les médecins, en travaillant avec les patients, informent les usagers du système des actes qu'il faut faire et des actes qu'il ne faut pas faire surtout. Et ils se donnent ainsi les moyens, tous ensemble, collectivement, en associant les patients, de fédérer les docteurs et les soignants et les soignés sur un certain nombre de bonnes pratiques. Alors, on voit bien par là que la méthode est intelligente parce que si c'était l'État qui voulait imposer ces bonnes pratiques aux médecins, alors là, c'est pas 30 000 qui seraient dans la rue, c'est quasiment 200 000. En revanche, quand on demande aux médecins, et c'est là où on interpelle le politique pour qu'il agisse un peu dans ce sens-là, quand on demande aux médecins, avec les usagers, de définir, en fonction des pathologies, quelles sont les bonnes pratiques, les actes à faire et les actes à ne pas faire surtout. La FHF a fait une étude très intéressante qui fait ressortir que 72% des professionnels, je me trompe peut-être Cédric, si tu me corriges si je me trompe, mais 72% des professionnels considèrent que certains soins ne sont pas totalement adaptés à leur patientèle. Donc on voit bien par là qu'il y a une incitation des pouvoirs publics à donner, et c'est pour ça qu'on interpelle les politiques dans ce sens-là, sur la bonne pratique, selon vous docteur, et selon vous, monsieur le patient, travaillez ensemble, mettez-vous d'accord, faites en sorte que vos patients puissent bénéficier des meilleurs traitements et en même temps que les médecins s'alignent sur des pratiques qui soient les plus réputées, performantes dans le système. Voilà un exemple de recommandation où on voit bien qu'on n'est pas du tout dans l'injonction combinatoire ou dans on jette pas l'opprobre à qui que ce soit. Simplement on regarde ce qui se fait à l'étranger et on se dit il y a probablement quelque chose à faire dans ce domaine du travail coopératif avec les patients
et de la définition à bon escient de choses qu'il faut faire et de choses qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est très utile. Voilà sur l'information. Il n'y a pas manque d'information en France, il y en a trop, mais elle est mal organisée et elle est peu lisible pour les patients. Est-ce que vous voulez réagir, donner votre point de vue, poser des questions ? Non, c'est bien, vous nous écoutez. Ben, on ne va pas insister, il y en a qui s'en vont là, ça va pas. Cédric Argos, il y a un sujet aussi qui est important, mais qui est difficile, c'est le système n'est pas régulé, il est suradministré. Alors à l'hôpital, mais aussi en ville, les médecins et les professionnels de santé ont le même sentiment, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux professionnels de santé. Il y a une relation entre l'État et les professionnels où on ne les responsabilise pas sur des objectifs précis, mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que l'État peut vraiment, les ARS en particulier en région, est-ce que les ARS peuvent laisser la main soit aux hospitaliers, soit aux médecins de ville pour les voilà l'objectif, à vous de jouer. Si ça ne marche pas, vous serez sanctionné. Est-ce qu'on peut rentrer dans une meilleure responsabilisation qui est un peu maintenant le discours, il faut mieux responsabiliser, autonomiser, mais est-ce que c'est vraiment possible? La réalité, Philippe, c'est que chaque fois qu'on fait confiance aux hospitaliers, ils répondent présents et ils trouvent des chemins innovants. La réalité, c'est que les hospitaliers, ils n'ont jamais attendu les agences régionales de santé pour trouver des solutions de coordination des soins, pour développer les pratiques, pour développer les partenariats, pour sortir l'hôpital hors des murs et pour trouver des chemins d'expérimentation nouveaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On nous a annoncé en 2012 un pacte de confiance. Le résultat, c'est qu'on a eu un pacte de défiance. Jamais l'administration n'a été aussi tatillonne. Je vous rappelle toujours ce chiffre, 230 circulaires adressées chaque année aux directeurs d'hôpitaux par le pouvoir central, plus d'une par jour. On a créé des énormes structures bureaucratiques que sont les agences régionales de santé, sans penser, sans même envisager la réforme du ministère de la Santé, ce qui fait qu'aujourd'hui on a un ministère de la Santé qui est même renforcé dans ses missions, et on a des agences régionales de santé qui sont extrêmement lourdes, et donc on a eu clairement une suradministration du système de santé, et qui finalement mécontente tout le monde. Le ministère de la Santé a l'impression de ne pas toujours bien gérer ses territoires, de ne pas avoir la main complète. Et donc on les réunit chaque mois à Paris pour les remettre les compteurs d'équerre. Les agences régionales de santé se plaignent fort légitimement de ne pas avoir suffisamment la main, de ne pas être capable d'expérimenter, de ne pas être capable d'aller plus loin, d'inventer des solutions, puisque tout le monde sait bien que les solutions et les problématiques de santé ne sont pas les mêmes en Bretagne qu'en PACA. C'est la simple évidence. Or, nous, on est encore nourris à ce mythe de l'égalité absolue et parfaite, et sur le fait qu'une solution sera la même dans tous les endroits du territoire. Et évidemment, les acteurs qui se retrouvent écrasés par cette suradministration, ce sont les hôpitaux et ce sont de la même manière les professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou paramédicaux de ville, qui n'en peuvent plus évidemment de cette administration. Je donne simplement une illustration. Un grand CHU de l'Est de la France avait l'année dernière s'était amusé à compter le nombre d'enquêtes diverses et variées. C'est 35 visites d'inspection qu'a eu ce CHU, avec un total de 6 équivalents temps plein pour remplir en permanence les tableaux de bord. Mais où va le système? Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Est-ce qu'on n'a pas de l'énergie à mettre ailleurs? Alors oui, Philippe, c'est possible d'inventer des solutions. La réponse des hospitaliers et des professionnels de santé, je crois qu'elle est très claire, c'est qu'on leur laisse inventer des solutions. Et là, la situation qu'on retrouve, c'est qu'effectivement, on a des agences régionales de santé extrêmement tatillonnes sur les points de départ, mais extrêmement absentes sur les grandes questions stratégiques. On les voit très peu quand il s'agit de trouver des réponses très... François Fillon qui est annoncé. On a beaucoup de mal aujourd'hui à trouver des agences régionales de santé qui soutiennent des expérimentations, qui aident à décloisonner le système. En revanche, on trouve des agences régionales de santé pour rappeler au remplissage des tableaux de bord, pour remplir un certain nombre de règles uniformes. La réalité, c'est qu'on a besoin, nous, de statuts beaucoup plus souples. On a besoin effectivement de souplesse, d'être capable de recruter des statuts qui n'existent pas forcément dans une grille de la fonction publique. On a besoin de pouvoir rémunérer les équipes qui s'investissent le plus. On le voit bien aujourd'hui avec la difficulté de la mise en place des groupements hospitaliers de territoire et de la rémunération des acteurs qui acceptent d'exercer dans un territoire. C'est pas la même chose, je suis désolé, d'exercer dans un territoire, de prendre cet exercice plus inconfortable que d'exercer dans son service avec une certaine forme de confort. Et bien, ceux qui prennent le risque ou l'opportunité du territoire, il faut qu'ils soient récompensés
récompensé, il faut qu'il soit mieux valorisé. Donc c'est ça, de façon extrêmement simple et concrète, peut-être très basique, que faire confiance aux hospitaliers, retrouver un état stratège qui fixe les grandes orientations, laisser faire les acteurs hospitaliers, en revanche, évaluer les résultats et sanctionner quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Tous les pays au monde, j'observe, sont en train de le faire. On est un peu les seuls à être régressifs avec une centralisation qui, en vérité, ne fait presque plus d'illusion à personne, puisqu'on voit bien aujourd'hui un État qui est quand même pas capable de répondre aux problématiques très concrètes d'accès aux soins de nos concitoyens. Alors, Étienne, le territoire, c'est un peu le mot-clé, là. Est-ce que je serai bien pris en charge dans mon territoire? Est-ce que j'aurai la qualité, les professionnels? Comment? Alors, on voit bien que c'est important, évidemment, sur son territoire, dans son quartier, dans son bassin de vie. Et on voit bien aussi que c'est très compliqué. Quels sont les leviers qu'on a un peu élucidés, qu'on a un peu proposés pour que ça avance sur le territoire? Je crois que le maître mot, ça a été dit, c'est laisser de l'autonomie aux professionnels d'une manière générale, au sens large. L'initiative locale, la coordination et l'esprit de collectif et d'équipe. Il y a actuellement en management, alors la première chose, je voulais dire, on représente des institutions. Moi, je représente le HESP. Depuis 3 ans, il y a quelque chose qui est très marquant dans tous les séminaires ou conférences que nous réalisons. C'est qu'il y a beaucoup d'initiatives en France locales et il y a beaucoup de gens formidables sur des démarches de parcours coordonnés, de regroupement. Mais par contre, il y a très très peu de valorisation de ces innovations, c'est-à-dire même de raconter les expériences et de pouvoir reconnaître, même symboliquement, le caractère remarquable de ces initiatives. Je voulais dire sur le plan de management, il y a quelque chose sur cette question de coordination. Ça peut être un premier levier qui commence à apparaître actuellement, qui est une énigme pour tous les chercheurs en management comme moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'actualité la victoire de l'équipe de Leicester dans le championnat d'Angleterre. Vous me direz, ça n'a strictement rien à voir avec la santé. Mais il y a quelque chose de très étonnant dans cette équipe, c'est que tous les joueurs étaient des joueurs qui étaient refusés dans les grandes équipes. Et l'entraîneur était un entraîneur qui était considéré comme un peu has-been, Ranieri, et qui n'a jamais gagné un grand championnat. Et il y a eu quelque chose d'incroyable dans cette histoire cette année parce qu'ils ont rencontré les meilleurs, Arsenal, Manchester United. On a toujours cru qu'ils allaient s'écrouler et ils sont allés au bout. Et quand on les a interrogés, ils ont expliqué l'esprit d'équipe et le fait que justement il n'y avait pas de stars, il n'y avait pas de légende comme avant-centre. Qui faisait que le collectif pouvait fonctionner. Je pense qu'on a, dans le système de soins à l'heure actuelle, à développer des raisonnements de cette nature, essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que cette coordination et cette collaboration. C'est un premier levier et on n'est pas franchement en mur dans le secteur par rapport peut-être à d'autres. Regardez la Silicon Valley, l'esprit Internet, comment ça s'est développé. Il y a des raisonnements créatifs à ce niveau-là et autonomes. Après, l'État, effectivement, doit laisser de l'oxygène. Il faut qu'il oriente malgré tout. Moi, je crois, comme tout le monde, au comportement vertueux de l'homme, mais c'est bien de le vérifier quand même de temps en temps. Alors, il y a l'évaluation, et puis il y a certainement une démarche à l'heure actuelle qui est assez clé. C'est les nouveaux modes de paiement. On est dans un système de paiement en silo avec la tarification à l'activité, le paiement à l'acte. Si on parle de coordination entre hôpital, médecine de ville, médico-social, il est évident qu'il y a une réforme des modes de paiement à développer. Tout le monde le pointe du doigt, je dirais, en tant qu'expert. Les paiements à la coordination, la capitation, on peut l'appeler comme vous voulez, le forfait au parcours. Le problème, c'est de s'y mettre, c'est-à-dire d'expérimenter au plus vite ces démarches. D'autres pays se sont lancés là-dessus. C'est certainement assez difficile d'un point de vue méthodologique, mais si on veut qu'un pharmacien de ville se coordonne avec une infirmière libérale, elle-même avec un hospitalier, il est évident qu'il y a même au sein des GHT aussi, il est évident que les modes de paiement à la coordination doivent apparaître pour inciter justement à cet esprit collectif. Questions, commentaires? Christian Anastasie, c'est votre métier tous les jours d'accompagner au changement. Ah, une question, un commentaire? Allez-y. Je m'assois. Je vis une expérience de coopération avec un cabinet libéral en radiologie dans un hôpital, un petit hôpital. Et c'est le financement qui m'empêche d'avancer. Et je trouve dommage que l'assurance maladie ne soit pas présente, le financeur, aujourd'hui. Parce qu'il y a la RS, certes. Mais moi, aujourd'hui, passage en FIDES, je ne peux plus
tarifer comme je tarifais des forfaits techniques de scanner et d'IRM à cause de l'assurance maladie, alors qu'on avait un projet innovant avec un cabinet de radiologie libéral dans une région qui n'est pas forcément très attractive, et je suis obligée de revenir en arrière à cause du mode de financement, et je trouve ça très dommage que l'assurance maladie elle participe pas par exemple à cette table ronde ou peut-être à votre think tank, je ne sais pas. Voilà. Ça confirme bien ce que disait Étienne. Christian, parce que faire travailler vous êtes arrivé, madame, mais faire travailler les professionnels entre eux, qui sont quand même en silo et puis qui sont très individualistes pour certains, qu'est-ce qu'on a repéré pour favoriser cet accompagnement au changement ? Il y a une chose qui est frappante, c'est que chacun d'entre nous, a accès via Internet à toutes les informations dans tous les domaines possibles en temps réel. Et que, au fond, la vie en dehors du monde du travail est un lieu où on peut acquérir très facilement beaucoup d'informations. Sur le lieu du travail, en revanche, on n'en acquiert pas forcément aussi facilement. Les choses ne sont pas organisées, ne sont pas pensées pour impliquer largement les acteurs face aux évolutions majeures qui existent. Alors, je prends un exemple simple qui vient du monde du commerce de détail, c'est Leroy Merlin, pour ne pas les citer. Ils ont envoyé tous leurs cadres dans le monde entier pour voir comment le client était pris en compte dans les organisations comparables. Et ils se sont rendus compte que les clients, ils n'avaient plus envie qu'on leur vende du bricolage ou des machines ou des vis de 4. Les clients, ils ont envie de comprendre comment fonctionne la machine et comment elle peut être réparée. Et donc, progressivement, le système de ces organismes, c'est plus d'être des vendeurs, mais c'est d'être des conseilleurs de réorganisation, de re-engineering des structures ou des produits. Alors c'est un exemple, mais j'ai un autre exemple qui vient en tête. Quand Fiat a voulu implanter une nouvelle voiture au Brésil, il a fait appel à un grand nombre de Brésiliens pour co-construire, comme on dit aujourd'hui, co-construire le modèle de cette voiture qui s'appelle la Mio, avec environ 70 000 clients potentiels qui étaient animés par environ 350 animateurs. Pourquoi ils ont fait ça ? Eh bien parce qu'ils ont pensé le système à l'ère d'Internet, à l'heure où tous les clients ont accès à tout en direct, où tous les clients vont avoir maintenant bientôt des capacités à traiter des bases de données complexes. On va avoir une imprimante 3D chez eux qui va leur permettre de dupliquer des molécules complexes et que par voie de conséquence, à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis, le médecin, on en a beaucoup parlé au think tank, le médecin devient le donneur du 2e ou voire du 3e avis, puisque en amont, les patients ont réfléchi d'abord avec eux-mêmes sur des bases de données complexes, ils se sont fait une religion, ils ont ensuite analysé leurs antécédents, ils ont corrélé tout ce qu'ils savaient avec les points de vue de scientifiques ou de personnes qu'ils connaissent dans leur entourage, et in fine, quand ils se sont fait une religion, ils interviewent le même médecin pour avoir un 3e avis. Alors on est dans cette ère-là, et Cédric a raison de dire qu'il y a un décalage entre cette ère-là où les acteurs, les professionnels, les patients manient de l'information en grande série, comprennent des enjeux extrêmement complexes, et par ailleurs un modèle figé qui reste toujours descendant avec très très peu de personnes qui décident. Pourquoi j'ai pris ces exemples ? Parce qu'on se rend compte que dans un CHU moyen, il y a facilement 7-8 000 personnes et qu'on ne peut pas décréter le changement entre Cédric Arcos plus un consultant plus un président de CME. Ça ne marche pas. Il faut embarquer tous les acteurs. Donc la question que propose Philippe, c'est comment on fait ? Je pense que la question fondamentale maintenant, c'est de passer à l'échelle, c'est-à-dire de donner le pouvoir aux acteurs de terrain pour qu'ils innovent, qu'ils inventent. Et à l'instar de ce qui se fait dans l'industrie, comme la Mio ou comme tout ça, c'est pas des philanthropes, tous ces industriels qui font ça. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont compris que on ne peut pas transformer le système en ne donnant pas du pouvoir aux acteurs locaux. On ne peut pas faire évoluer les systèmes en étant dans un modèle bureaucratique hérité de Napoléon ou de la bureaucratie soviétique, en étant figé. L'État a pour objectif, comme l'a dit Étienne, de donner des orientations principales sur le plan politique, mais que les acteurs fassent ce qui s'est fait, ce qu'a fait Gerhard Schröder ou ce qu'a fait Tony Blair en Angleterre, c'est de donner de la liberté aux acteurs. On voit bien qu'aujourd'hui, les Foundation Trust, les hôpitaux anglais du NHS étaient tous en déficit il y a quelques années avant que Tony Blair les mette en œuvre cette réforme. Aujourd'hui, les Foundation Trust sont pratiquement toutes à l'équilibre. Pourquoi ? Parce que les acteurs locaux ont la capacité à promouvoir
le projet médical qui est considéré comme utile, et c'est là le pouvoir doit arbitrer l'utilité ou pas du projet médical, et ensuite l'équipe managériale doit réussir à tenir les comptes et faire un business plan qui soit innovant. En donnant de la liberté aux acteurs, en les accompagnant à grande échelle, on arrive à transformer le système. Si on fait les choses de façon ponctuelle, avec des modèles descendants, on n'y arrive pas. Questions, commentaires, on a encore 3 minutes. Mais la problématique d'aujourd'hui, qu'on a essayé de bien montrer dans cette recommandation, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Que l'ONDAM est à 1,75. Comme disait la ministre au début des années 2000, l'ONDAM, la progression des dépenses de santé, c'était 5, 6, 7%. Maintenant, on est très, très, très contraint. Alors, Étienne, économiste, est-ce qu'on peut faire ces réformes sans investir argent constant avec un ONDAM à 1,75? Est-ce que de faire confiance, de responsabiliser les acteurs, c'est pas forcément facile, on l'a vu, est-ce que ça risque pas d'entraîner quelques dérives? Quel est le... En 1 minute? Oui. Moi, je crois que ce qu'on a essayé de dire, c'est que les démarches traditionnelles de la technique du rabot ou de l'épuisement de la bête touchent leurs limites. C'est-à-dire que, encore une fois, tout le débat sur les tarifs, que ce soit au niveau de l'enveloppe de l'ONDAM, que ce soit au niveau des tarifs dans chaque secteur, sont des systèmes qui déclenchent des tensions sociales, et on le voit régulièrement, et qui sont à fort coût, en fait, sociaux et politiques, et qu'on n'arrive pas à réformer de cette manière. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on touche une première limite. La notion des recettes, alors on cherche les recettes supplémentaires, c'est un débat où d'une certaine façon on est aussi un peu à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que le coût du travail, on sait, mettre des cotisations supplémentaires, c'est quelque chose qui en soi-même n'a plus de sens parce que c'est plomber encore une fois les charges avec tout ce que ça représente en termes de compétitivité. Aller sur l'impôt, c'est pas très populaire et je crois pas qu'on verra beaucoup de candidats à la présidentielle le dire, même s'il y en aura un petit peu, que ce soit la CSG ou la TVA. Mais donc, il faut trouver des formes d'économie qui soient d'une autre nature. Et de ce point de vue-là, la lutte contre les gaspillages peut être une formidable source de gisement. Cette étude américaine qui a été étudiée, les Américains sont géniaux parce qu'ils font beaucoup d'innovations et beaucoup d'erreurs. Donc c'est un laboratoire permanent pour les chercheurs. Et c'est ceux qui dépensent le plus au monde quand même. C'est ceux qui dépensent le plus au monde. Pour vous donner quelques chiffres, donc ils sont à 18% à l'heure actuelle de dépenses de santé du PIB. Ils estiment être à 20% et ils ont besoin d'avoir 4% d'économie par an, si vous voulez, d'efforts. Bon. Quand ils commencent à quantifier les gaspillages, je vous ai dit tout à l'heure, on l'a dit ensemble tout à l'heure, c'est tous les gaspillages de défaut d'orientation, de réhospitalisation, de manque de pertinence avec Choosing Wisely. C'est aussi des gaspillages de surcoût administratif. On arrive à des estimations entre 20 et 30% des dépenses actuelles. 20 à 30%, parmi lesquels la moitié sont des gaspillages liés à la non-coordination des parcours. Ça veut dire que 10 à 20% des gaspillages à l'heure actuelle sont liés au défaut de coordination dans les parcours de patients. On a besoin de 4%. Ça veut dire que quand je dis 10% et 20%, si vous voulez, d'économie sur les gaspillages, ce n'est pas d'avoir 100% d'économie de gaspillage, c'est de faire un effort d'un quart sur tous les gaspillages actuels qu'on a dans le système. C'est très jouable, quelque part. Et ça veut dire qu'il faut partir des processus de parcours de soins de coordination, des collectifs, comme le disait Christian, et comme le disait Cédric avec les GHT, y mettre les systèmes d'incitation financière, utiliser le numérique comme un gain de productivité aussi dans le système. Quand le patient reste à son domicile plutôt que de venir à l'hôpital avec un système de suivi à distance, on n'en est plus très loin. Il faut que ce soit dans le respect, évidemment, du caractère humain de la relation. Il y a des gisements de productivité très importants. Voilà, donc il faut lire la recommandation. C'est un élément de documentation, vous verrez. J'espère qu'on a éclairé un petit peu votre lanterne. Et vous avez ça, vous pouvez la télécharger. Plus de questions.